Et madame, monsieur, bonjour. À la une de l'actualité cette semaine, de nombreuses manifestations partout en France, et notamment celles consacrées à la lutte pour le droit des femmes. Nous reviendrons dans cette édition sur celle qui s'est déroulée à Nice mercredi dernier. La sécheresse hivernale se poursuit, les agriculteurs en sont les premiers touchés, nous verrons comment ils s'adaptent. Et en fin de journal, nous vous proposerons d'assister à un spectacle d'hypnose, l'occasion pour vous de découvrir encore un peu plus cette curieuse discipline. À Nice, mercredi dernier, le 8 mars, un cortège de manifestants a défilé à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Le défilé réunissait associations féministes, collectifs et syndicats. Il s'est tenu non loin de la promenade des Anglais. Reportage signé Jade Sadmi et Lucas Métairie. À Nice, un 8 mars sous le signe du violet. De la fontaine place Masséna au foulard des manifestantes, elles sont venues partager leurs revendications, dénoncer l'oppression des femmes à l'étranger, mais aussi et surtout en France. Rania, 24 ans, s'engage dans la cause féministe depuis ses années lycée, un militantisme né de sa propre histoire. Je viens d'un patelin où c'était le Front National qui était élu à chaque élection. Enfin, au sein des luttes féministes, il peut parfois y avoir du racisme, il peut parfois y avoir des biais. Et donc moi je suis là pour défendre le fait que toutes les femmes, peu importe leur origine ethnique ou sociale, leur religion et leur choix de vie méritent d'être défendues. Donc moi pour mon cas, c'est mon corps, mon hijab, mon choix. Et voilà, et féministe antiraciste dans le dos parce que c'est important de le rappeler aussi. Des revendications multiples étaient portées par le cortège contre les violences conjugales, pour la liberté d'expression des femmes et pour leurs droits fondamentaux et civiques. Un combat ouvert à tous et un rassemblement fédérateur. Le fait d'avoir fait un début de manif, que avec des femmes et le reste ouvert à tout le monde, c'est aussi cool parce que c'est la première fois qu'on fait ça, d'habitude il n'y a pas. Je me sens vraiment libre de penser ce que je veux et voilà, et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent la même chose et voilà, je suis contente. Crier, danser, dessiner, à chacun sa manière de se faire entendre. En plus de la manifestation, une grève féministe aura lieu à 15h40, heure à laquelle les femmes arrêtent d'être payées chaque jour en raison des inégalités salariales. Et on vient de l'apprendre à l'instant, le Sénat vient d'utiliser l'article 44.3 de la Constitution. Il permet d'accélérer en fait toute la procédure parlementaire pour faire adopter le texte aux sénateurs plus rapidement que prévu. Donc ça va accélérer la procédure au sujet de la réforme des retraites. On passe à la suite du journal, notamment sur le sujet de la sécheresse hivernale qui se poursuit en France. Les agriculteurs font partie des plus exposés, le manque d'eau se fait cruellement sentir. À Cannes, un agriculteur semble avoir trouvé une solution miracle, mais est-ce vraiment fiable? Rémi Capra et Océane Boisselot ont mené l'enquête. 22 degrés au début du mois de mars, des températures anormalement hautes pour la saison. Si la majorité des productions agricoles souffrent de la sécheresse, ce n'est pas le cas de la coopérative Les Petites Fermes d'Azur, basée à Cannes. Son président Christian Carnavalet a trouvé la solution miracle pour abreuver ses cultures, des granulés de polytère. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Au départ, c'était inventé pour les couches-culottes, pour retenir l'urine des bébés. Et c'est un remède miracle. Ça se développe partout, tout le monde en produit de plus en plus, parce que c'est quelque chose qui rend service à tout le monde. Ces granulés s'accrochent aux racines d'une plante et gonflent pour constituer une pompe à eau dégradable au bout de 5 ans. Toute l'eau arrosée est absorbée par le polytère qui va la redistribuer à la plante. On est sûr que toute l'eau qui tombe en pluie ou en arrosage, elle va rester dans le sol. La plante va perforer tout ça et venir sucer l'eau quand elle a besoin. J'ai planté de la vigne avec ça maintenant. Tous mes arbres, j'ai planté des arbres. On va replanter de la vigne assaillant et puis même on va mettre sur les légumes. On avait testé sur beaucoup de légumes déjà. Donc ça c'est une solution d'avenir, ça se développe énormément parce qu'on met 5 fois moins d'eau. Christian Carnavalet n'est d'ailleurs pas le seul agriculteur à utiliser cette méthode innovante, le polytère. Il faut savoir que son créateur français Philippe Wakidi-Diurno l'a exporté dans le monde entier, et notamment en Afrique, où le manque d'eau empêche une production agricole pérenne. Il faut toutefois se montrer prudent avec le produit. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rendait public en 2019 ses conclusions après évaluation du produit. Ces conclusions restent floues. L'agence reconnaît ne pas avoir toutes les données nécessaires pour affirmer la conformité sanitaire du produit. L'agence établit seulement des conditions d'emploi. En France, la culture à des fins alimentaires à l'aide du polytère n'est pas autorisée. En 2016, la journaliste Alexandra Pienne révélait la zone d'ombre du polytère. Une étude philippine de 2011 démontrait la présence d'acrylamide dans des choux cultivés à l'aide de polytère. L'acrylamide est une molécule notamment cancérogène selon le CIRC.
Les effets de la dégradation donc, du polytère et donc de ces hydro-rétenteurs dans la nature sont encore mal connus. Il y a un vrai manque d'études à ce sujet-là aujourd'hui. Et donc, pour certains agriculteurs, ce polytère représente vraiment une aubaine. Par contre, celle-ci pourrait mettre en danger. Et on retrouve justement avec nous Rémi qui a réalisé donc ce super reportage que vous venez de voir. Alors Rémi, tu as pu nous ramener un peu de ce fameux polytère sur le plateau. Alors bon, c'est pas radioactif si je me trompe pas, hein, donc ça devrait pas tous nous tuer. Mais alors comment ça se présente? Explique-nous. Alors déjà bonjour Bastien, bonjour Laura. Alors oui, c'était mon sujet sur le polytère. Il se trouve qu'en fait cette substance, donc a priori elle n'est pas toxique, en tout cas c'est ce que nous a dit Christian Carnavalet qui était l'agriculteur qui l'utilisait. Maintenant il faut savoir aussi que cette substance qui est un hydro-rétenteur en fait, qui ressemble un peu à du sel de Guérande, on va le mettre en terre. Et donc après avoir consommé un petit peu d'eau avec l'eau d'arrosage des tuyaux, elle va gonfler et s'accrocher aux racines de la plante afin de garder toute l'eau pour cette plante, nécessaire à sa croissance. Et donc ça va empêcher l'évaporation dans l'air de l'eau, ça va empêcher que l'eau n'aille dans les profondeurs et ça va considérablement optimiser l'eau qu'on va utiliser. Et donc en période de sécheresse, forcément, c'est une aubaine pour certains agriculteurs, comme Christian Carnavalet. Par contre, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui on a un manque d'études à ce sujet et qu'il n'est pas prouvé véritablement que ce ne soit pas toxique pour la santé humaine, mais aussi toxique pour la santé animale ou pour l'environnement. Et c'est pour ça qu'on a fait ce sujet-là, pour aussi faire un peu de prévention, parce que c'est pas sûr que ça soit une solution aussi miraculeuse qu'il n'y paraîtrait. Oui, parce que c'est un produit qui est donc interdit sur les plants de végétaux comestibles, hein, si je ne me trompe pas. Mais Christian Carnavalet, du coup, l'agriculteur que vous avez rencontré, ne vous en a pas parlé. Comment est-ce que... il n'était pas au courant? Pourquoi est-ce qu'il ne vous a pas dit, parce que visiblement, il l'utilise sur ses plants de tomates, quoi. Alors oui, effectivement, en France, ce n'est pas autorisé pour les cultures à des fins alimentaires. Cependant, c'est vrai que Christian Carnavalet nous a dit que c'était une phase de test, qu'on lui aurait donné ces sacs de polytère. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas trop aller vérifier. Mais ce qui est sûr, c'est que normalement, ce n'est pas autorisé. Après, il y a pu avoir aussi des évolutions au Parlement, etc. Mais il n'y a aucun texte disponible sur Internet ou même dans les textes de loi qui ne dit clairement qu'aujourd'hui, c'est autorisé pour les cultures à des fins alimentaires. Et donc, il semblerait qu'il envisage d'utiliser ça pour cultiver des légumes, des citronniers, il nous a dit aussi. Donc, oui, ça pose question. D'accord, donc miracle ou bien plus dangereux, on verra, on suivra ça en tout cas dans les prochaines années. Pour la suite, je ne sais pas si tu le savais Rémi, mais sur le littoral azuréen, il y a une 50aine de cygnes et il y a un problème avec ces oiseaux, c'est les caténaires des voies de chemin de fer. Alors pourquoi ce souci? C'est qu'en fait ça tue et ça blesse les cygnes et donc une de nos équipes est allée rencontrer Marina qui a créé un collectif pour demander la protection de ces oiseaux. Donc c'est un reportage sur les bords de la Siagne à Mandelieu-la-Napoule avec Victor Combala et Roxane Volclair. C'est un cygne qui a été tué par les caténaires, enfin qui a dû heurter les caténaires et qui après a été soit peut-être qui était encore blessé, soit en vie, qui s'est retrouvé sur les rails. La fin de l'histoire, on s'en doute. Des cygnes qui meurent écrasés par des trains, ça arrive régulièrement. Marina utilise son temps libre pour rendre visite aux oiseaux. Passionnée par ces animaux, elle demande à la SNCF de signaler les caténaires avec des boules de couleur pour les rendre plus visibles et éviter ces accidents. Le problème des fils caténaires sur les cours d'eau, c'est qu'on sait qu'il y a une période de l'année, sur plusieurs mois, où les parents vont chasser les jeunes pour qu'ils retrouvent leur indépendance. Et en fait, à ce moment-là, ils volent. Mais les jeunes n'ont pas encore vraiment acquéri les bons réflexes, les virages, etc. Et c'est quand même des oiseaux très gros et mastocs. Donc les manœuvres en plein vol sont plus complexes. En plus de la Siagne, les accidents se multiplient sur les ponts des fleuves de la Brague et du Var. La demande de balisage a été faite à la SNCF début mars, sans réponse pour le moment. En attendant, Marina tente de sensibiliser au comportement à adopter face à un animal blessé. Qui vont être bien belles. Alors les bons réflexes, c'est d'appeler la police municipale de la ville. Alors si c'est dans une zone résidentielle, malheureusement, ils ne peuvent pas intervenir. Donc on pourrait dire qu'ils sortent l'animal, qu'ils le mettent sur la voie publique, puisque la police municipale peut intervenir uniquement sur la voie publique. Et dans d'autres cas, il suffit de l'amener dans une fourrière ou chez un vétérinaire qui, lui, prendra en charge. L'animal sauvage doit finir chez les guérisseurs. En 2021, elle a fondé sur Facebook le collectif des cygnes du littoral. Marina souhaite également la création d'une ligue pour la protection des oiseaux dans les Alpes-Maritimes.
Moi, ce qui me tient à cœur, et je ne suis pas la seule, on est vraiment nombreux à le désirer, dont les vétérinaires, c'est l'ouverture de ce fameux centre de soins qui serait dédié aux oiseaux aquatiques. D'ici la fin de l'année, Marina compte transformer son collectif en association pour mieux défendre la cause animale. Une pause dans ce journal, on vient de l'apprendre, en Allemagne, une fusillade a touché un centre de témoins de Jéhovah à Hambourg. Le premier bilan est évalué à 8 morts et quelques blessés graves. La police alertée aux alentours de 21h suppose la présence d'un seul tireur. Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé des pensées aux familles des victimes. Le mobile de l'attaque reste à déterminer. On revient du coup dans notre journal, on rouvre à présent nos livres d'histoire. Il y a plus de 200 ans, Napoléon Ier arrivait sur la plage de Golfe-Juan. Il débarquait avant son périple des 100 jours. À cette occasion, une reconstitution grandeur nature a eu lieu dimanche dernier, qui reconstituait du coup la bataille de Wagram opposant la France et l'Autriche. Reportage signé Baptiste Bozon et Bastien Dufour. Nous sommes le 5 juillet 1809 au nord-est de Vienne. Sous les tirs des canons et des fusils, l'armée impériale de Napoléon et ses alliés font face aux Autrichiens. C'est la bataille de Wagram. C'est en réalité une reconstitution, l'intérêt est pédagogique. La finalité, outre le fait de se faire plaisir, évidemment, c'est aussi de transmettre, c'est aussi de pouvoir donner la passion de l'histoire aux plus jeunes. À l'heure finalement du virtuel, la reconstitution c'est du réel. Et ça marche, parce que le public aime ça. Après, les gens peuvent s'approcher, ils peuvent poser des questions, ils peuvent voir sous-peser les armes, coiffer donc nos coiffures un peu bizarres parfois. Plus de 300 passionnés vivent l'expérience jusqu'à passer la nuit dans le campement, peu importe les conditions météo. La pluie, c'est notre grande ennemi à nous. C'est pas les Anglais, les Autrichiens qui nous font peur, c'est la pluie. La privation de confort, ça permet de se rendre compte au quotidien du confort qu'on a. Là, quand on rentre à la maison ce soir, on va prendre la douche, on va allumer la lumière. Beaucoup plus de choses. C'est vrai, on le fait tous les jours, mais on se rend pas compte. Les passants non plus, venus par centaines apprécier cette manière de raconter l'histoire. C'est bien dommage que ce type d'événement, on n'en ait pas plus au final, quelles que soient les thématiques, parce qu'on se rend compte qu'on peut mettre en scène, en fait, les éléments d'histoire doivent être mis en scène aujourd'hui, quoi. Prochaine reconstitution prévue dans quelques mois en Espagne. En attendant, la plage de Golfe-Juan va pouvoir retrouver son calme. Et on vous propose maintenant de partir à la rencontre de Fanny Touchet. C'est une artiste peintre qui s'inspire des paysages et de la nature de la Côte d'Azur pour réaliser ses œuvres. Vous le verrez, haute en couleurs. C'est un sujet et donc un portrait même signé Laura Hu et Rémi Capra. Instinct. Je vais le faire, je vais le travailler lui. C'est de cette façon que s'exprime Fanny Touchet dans ses tableaux. En 2013, un drame personnel la pousse à prendre le pinceau. La peinture devient un échappatoire. Pour tenir le coup, le soir, je me suis mise à peindre. Voilà. Alors que maintenant, quand je peins, je ne le peins pas quand je suis mal. Je peins quand je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Mais c'est vrai que ça a démarré comme ça. C'est assez étrange. Je n'avais jamais peint de ma vie, quoi. J'ai tendance à penser que la vie est d'abord belle, avant d'être salie. Des œuvres qui retranscrivent la beauté et l'amour, mais qui, observées de près, inspirent parfois le chaos et dénoncent l'impact de l'homme sur la nature. Ces plus gros tableaux demandent plus de 4 mois de travail. Mes toiles prennent du temps, pas vraiment celle-ci, mais des choses comme là-bas, la géométrique, prennent du temps. C'est long parce que c'est en amont en fait. Je fais d'abord le dessin sur une feuille A4, je retranscris le dessin sur une toile, après je le fais au marqueur et après je remplis en fait, comme du coloriage. L'artiste habite à Valoris, sur la Côte d'Azur, région dont elle s'inspire pour peindre. Les lignes et les formes géométriques sont omniprésentes dans ses œuvres. Elle expose ses toiles en ce moment à Saint-Tropez, Cannes et dans cet hôtel 4 étoiles à Mougins. Ce que j'aime dans les hôtels, c'est la mise en valeur des toiles, elles sont mises en scène. Alors que les galeries, elles sont les unes à côté des autres, sans mise en scène. Donc pour les gens, ils voient tout de suite ce qu'ils peuvent faire chez eux, ils s'en rendent plus compte. Et celle-là, par exemple, elle représente quoi? L'amour. Toujours l'amour, c'est terrible. Hein, oui, l'amour, la nature. Hein, donc là, je l'appelais Chant d'Aphrodite. Celle-là, je l'aime beaucoup. Elle exposera ses toiles d'avril à août à l'hôtel de la Garoupe au Cap d'Antibes et jusqu'en septembre au Concept Store à Cannes.
Jay Kinzo se produisait ce mercredi soir à la salle Mimon à Cannes. Il est hypnotiseur. Il se sert de ses talents pour aussi guérir du monde, mais aussi pour faire des spectacles. Brieux Le Turmi et Mathieu Ozanne sont allés le rencontrer. Mais je suis trop stressée là. Ça se passe bien. Oui, mais c'est fini de toute façon. À la salle Mimon de Cannes, les spectateurs sont captivés. La star ce soir, c'est lui, Jay Kinezos. À 3, vous fermez les yeux. 1, 2, 3. Fermez les yeux, concentrez-vous. Hypnotiseur de renom, il cumule plus de 74 000 abonnés sur Instagram. En tournée dans toute la France, il propose un spectacle mêlant mentalisme et hypnose. Après 2 heures de spectacle, les spectateurs sont ébahis. Franchement, c'était incroyable. Alors moi au début, quand il a dit qu'on avait froid ou qu'on avait chaud, c'était incroyable. J'avais vraiment froid ou vraiment chaud. C'était mais même la lumière, pour la plage et tout, c'était vraiment, on le sentait vraiment trop réel. Pour moi, c'était une bonne expérience. Je me sentais, il y avait ma conscience qui était éveillée, mais mon corps, franchement, je le sentais archi lourd, comme si j'étais vraiment dans un état de sommeil, mais quand même réveillé. C'est bizarre à expliquer. Donc vous faites une image mentale. L'artiste ne manque aucune occasion de faire le show, même pendant une interview. Impressionnant. Et du coup, la seconde partie, je l'ai fait. Du coup, c'est... Excusez-moi, ça filme ou ça... Ah ouais, non, ça filme. Tiens, et... Non, bien sûr, du garçon se relâche complètement relâché, complètement détendu. À partir de maintenant, dès que tu vois un appareil photo ou une caméra, tu as envie de lui faire des grimaces, et c'est complètement réel pour vous au compte de 3. Pour toi, au compte de 3, quand tu ouvres les yeux, c'est complètement réel. 1, 2, 3, ouvre les yeux en pleine forme. Au compte de 3, quand vous ouvrez les yeux. 1, 2, 3, ouvre les yeux. On va essayer de vous lever, vous êtes collé au sol. En dehors de l'aspect récréatif, l'hypnose possède des branches plus sérieuses dans le domaine médical. Jay Kinezos est aussi praticien et soigne des patients avec l'hypnose. Il nous explique cette pratique. Alors j'ai été initié par un maître en hypnose et ensuite j'ai développé mes propres techniques au niveau de l'hypnose. C'est juste utiliser une fonction du cerveau, qui est l'état d'hypnose, un état modifié de conscience, qui est le même que l'état de méditation. En spectacle, on va le prendre pour se divertir, mais en hypnothérapie, en thérapie, on va l'utiliser pour aller mieux. Comme je l'ai dit au début, on peut enlever des phobies, arrêter de fumer, arrêter des addictions, se sentir mieux, travailler le stress, travailler l'alimentation, les comportements alimentaires. Pour l'heure, Jay continue sa tournée. Il se produira à Nice le 23 mars à la Nouvelle Comédie. Il va baisser à chaque fois jusqu'en bas. Et on espère que vous n'aurez pas été hypnotisé devant votre télévision. En attendant, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Le prochain point sur l'actualité, c'est dans quelques minutes avec Rémi Capra et Roxane Volclair. Bonne journée.